Bonjour à tous et bienvenue dans ce 18e épisode de Bavardage. Comme quoi le confinement, on n'a pas chômé. Pardon. Aujourd'hui, je reçois une connaissance on s'est rencontrés il y a quoi, 4, 5 ans peut-être. C'était à la CCI. C'est un événement qui s'appelait Les Amis de mes amis, concept qui je trouve est génial. C'est une personne avait une table, elle invitait deux amis qui invitaient elles-mêmes deux amis. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et puis on s'est suivi un peu sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, je reçois Michel. Alors, Michel, on va parler aussi de la vente. Je sais que tu es un expert dans la vente et tu vas nous en parler un peu plus. Mais avant de commencer, moi, il y a une question que je pose toujours à mes entrepreneurs optimistes, c'est qui es-tu? Que fais-tu? Et surtout, ça, c'est ce qui intéresse le plus, comment en es-tu arrivé là? Super, Lucas. Merci en tout cas pour ce bavardage ensemble. C'est super agréable toujours d'échanger avec toi. J'aime en tout cas ce concept d'entrepreneur optimiste et on en a besoin, on en aura de plus en plus besoin, je pense. Voilà pour le prélude. En fait, je vais répondre à tes deux, trois questions peut-être dans le désordre. Quoique, donc, à la base, donc, j'ai fait HEC, parcours plus ou moins traditionnel. Et après HEC, je suis parti dans le monde de la vente, donc directement. Et pas dans n'importe quel type de vente, c'était la vente dite du hard selling. Donc, c'est assez particulier. Je me souviens, mes copains de classe, mes copains d'auditoire me disaient, mais attends, Michel, tu parles dans la vente, hein, en disant, tu es complètement à la masse. Tu ne fais pas HEC pour aller dans la vente. Et pour moi, la vente a été, est toujours la meilleure école qui soit, au niveau de se casser la gueule, de se casser la figure, de devoir se remonter, hein, de devoir reprendre ses forces pour continuer d'avancer. On n'apprend pas ça à l'école ni à l'université, c'est bien dommage. Donc après cette décision d'aller dans la vente, et donc, dans ce domaine du hard selling, c'était très intéressant parce qu'on voyait tout ce qui touchait aux techniques de vente, aux techniques de closing, aux tactiques de stratégie pour closer un prospect. À l'époque, on était face à des patrons d'entreprise. Je te coupe juste deux Patrons... secondes. Pour ceux Oui, qui ne connaissent peut-être pas le hard selling, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le terme? et le hard selling, j'allais venir, mais tu fais bien de préciser d'emblée, c'est vraiment cette notion de vendre pour vendre, si je peux résumer, euh, et d'avoir une démarche assez agressive, je vais dire, de la vente, alors qui marche. Alors c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a plein de magnifiques outils qui existent dans le hard selling. Le problème, c'est qu'ils sont chaque fois mis avec des connotations très négatives. Et je vais continuer à répondre d'ailleurs à tes questions par rapport à cela, c'est que moi, à un moment donné, je me suis dit, mais on peut utiliser des techniques de vente éprouvées, puissantes, qui marchent pour développer commercialement son business et en même temps avoir des valeurs humaines fortes et durables. Et c'est comme ça en fait que j'ai lancé Art de la Vente en 2013 maintenant, parce que je me disais ce n'est pas possible qu'on ne puisse utiliser des techniques qui marchent avec des requins, avec des requins de la vente, d'où le pendant. J'ai créé d'ailleurs un programme à ce sujet-là qui sont les dauphins de la vente. Alors, je ne suis pas un amoureux particulier des dauphins, mais j'aimais avoir ce pendant du requin et du dauphin pour dire en fait qu'on peut utiliser un même marteau, mais avec ce marteau, on peut construire une maison et avec ce même marteau, on peut tuer un homme. Et pourtant, c'est le même marteau. Et donc, l'idée du dauphin, c'est de voir comment on peut construire commercialement, comment on peut vraiment être dans un échange gagnant-gagnant avec son client. D'accord. Et donc, tu as lancé Âme de la vente, ça c'est ton projet. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concrètement? Tu accompagnes qui? Quel type de clients? Et qu'est-ce que tu leur apportes? Donc en fait, aujourd'hui, c'est principalement des entrepreneurs, des patrons de PME, donc qui ont créé leur société, qui ont leur bébé, qui sont là depuis au commencement, ou même après 10-15 ans d'entrepreneuriat. Ils se disent qu'ils veulent mettre une autre dimension dans la vente, qu'ils veulent peut-être que leur société ralentit, le chiffre d'affaires ralentit, ils ne savent pas bien gérer leurs commerciaux, il y a des problématiques en interne de communication, etc. Donc, la première porte d'entrée, c'est vraiment cette notion de je veux booster mon chiffre d'affaires. Je veux booster le chiffre d'affaires parce qu'on sait qu'en tant qu'entrepreneur, s'il n'y a pas de vente dans l'entreprise, il n'y a pas d'entreprise. C'est aussi simple que ça. Et en fait, les techniques qu'on voit ensemble, les approches, le mindset qu'on voit avec ces entrepreneurs, m'a permis à moi, en tant qu'entrepreneur également, en tant que commercial, en tant que directeur commercial dans ma carrière, de pénétrer dans des grandes marques même de luxe à un certain moment,
d'y pénétrer et de coacher dans ces sociétés. Donc, en fait, ce dont je fais part, c'est vraiment de mon expérience, en fait. Ce qui, moi, m'a permis, en tant qu'ancien requin de la vente, quelque part, de pénétrer dans certaines sociétés, de closer des deals et de booster le chiffre d'affaires. Parce que, petite parenthèse, quand on est dans ce domaine du hard selling, les commissions sont illimitées. Hein. Sky is the limit. Mais comme de quoi, finalement, le chiffre n'est pas suffisant à lui-même quand on est entrepreneur. L'important est d'y mettre des valeurs derrière et surtout de ne pas se bloquer parce que quand on a, j'aime dire aux entrepreneurs que j'accompagne, que quand on a un produit en or, en fait, on se doit de tout faire pour le vendre. On se doit de tout faire pour en faire profiter l'autre, quelque part. Et c'est là où j'interviens pour continuer de répondre à ta question, c'est dans ces blocages inconscients, dans ces freins inconscients, dans ces croyances inconscientes qu'on a, qui fait qu'on a un produit en or, on a un bébé magnifique, mais on n'arrive pas à le vendre. On n'arrive pas à le vendre. Et c'est là vraiment que j'interviens, c'est de faire en sorte qu'on le vende mieux, plus cher à certains moments, et de la meilleure manière qui soit, dans un monde, on en discutait tout à l'heure, dans un monde bienveillant en fait, dans un monde respectueux de soi, bien sûr, et de l'autre. Tout à fait. Il y a deux questions qui me viennent et voilà, on y reviendra si tu ne sais pas répondre aux deux d'un coup. La première, est-ce que tu penses que la vente, c'est quelque chose de culturel aussi? Parce que je prends souvent l'exemple des États-Unis, où là, le hard selling, on y a quand même droit. Il y a beaucoup, beaucoup de ventes, de publicité, de choses comme ça. Est-ce que je ne sais pas si tu as l'expérience, mais est-ce que les Américains sont plus ouverts à ça que nous, les Européens, ou ici, on voit que la vente, ça a toujours un aspect un peu négatif en disant, bah oui, il essaye de m'arnaquer en essayant de vendre, etc. Est-ce que tu remarques ça? Oui, c'est clair. Alors, ce qu'il y a aussi aux États-Unis, par exemple, quand il y a un échec et qu'on se relève, c'est génial. Ici, en Europe, quand il y a un échec, c'est une merde, entre guillemets. Donc, c'est à soi de découvrir le potentiel qu'on a en soi quand on réalise un échec pour pouvoir se relever et aller plus loin. Donc, il y a différence. C'est vrai qu'il y a une différence de culture. Maintenant, personnellement, je n'aime pas mettre des étiquettes, tu vois, sur les cultures, sur les gens, etc. Je pense qu'on fait tous notre possible, on fait tous des erreurs. Moi-même, en tant qu'expert en vente, ça m'arrive de faire encore des erreurs. J'en ai fait, j'en ferai certainement encore. Et heureusement, parce que c'est ça qui permet de se dépasser finalement. C'est là où le développement humain et le développement commercial sont en parfaite harmonie. Et donc, oui, clairement, il doit y avoir des différences culturelles, mais même à l'intérieur même d'un continent, d'une communauté, d'un pays, il y a de grandes différences. Et ce qui est super important, je remarque tous les jours avec les entrepreneurs, les patrons d'entreprise que je coach, c'est que la plupart du temps, ces croyances limitantes sont inconscientes. Tu vois, donc, on met des choses en place, on met des techniques en place, on met des stratégies en place, et ça ne marche pas. Alors que pour d'autres, ça va marcher. Et c'est ça qui est assez perturbant. On se dit, mais pourquoi pour lui ça marche, pour moi ça ne marche pas? C'est parce que derrière, c'est un peu cette notion de frein et d'accélérateur. Hein, tu vois, quand tu as une voiture, donc quand on roule en bagnole, si on appuie sur l'accélérateur et en même temps sur le frein, c'est toujours le frein qui gagne. C'est pareil dans la vente. C'est-à-dire que s'il y a des freins qui sont là et qui appuient, ça ne décolle pas. Donc, on n'a pas les résultats qu'on mérite. Et quels seraient alors ces freins que tu as remarqués chez tes clients? Qu'est-ce qui fait que les gens ont du mal à vendre? Parce que je lisais quelque part que la première qualité d'un entrepreneur, d'une entreprise, ça doit être de savoir vendre. Et tu l'as dit tout à l'heure, parce que s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'entreprise. Quel est ce frein? Si c'est si important, qu'est-ce qui bloque les gens? Peut-être dans ton expérience, qu'est-ce que tu as remarqué quels étaient les freins principaux qu'ont les personnes à vendre? C'est une excellente question et souvent, donc, je vais un peu me répéter, mais la plupart du temps, les entrepreneurs pensent qu'il y a certaines, alors, pensent pas au frein, ou alors pensent que le frein est à un certain endroit, mais en fait, il a un autre. C'est un peu pour continuer de répondre à ta question, je fais des arts martiaux depuis très longtemps, donc je vais assez souvent chez l'ostéopathe. Et des amis entrepreneurs me disent, mais tu agis un peu comme l'ostéopathe de l'entreprise. Et il y a une partie de vrai là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes au niveau de la vente, hein, peu importe, et on pense que le problème est à un endroit, et en fait, le problème est à un autre endroit. Comme quand tu vas chez l'ostéo, tu as un problème au pied droit, il va travailler sur l'épaule gauche. Tu vois, tu dis, mais qu'est-ce que ça a à voir? Et l'idée est d'aller là-dedans, c'est déjà d'être
c'est d'être… La grande force des entrepreneurs qui ont du succès commercial, c'est qu'ils arrivent à se remettre en question, en fait. Ils arrivent à se poser des questions, ils savent qu'ils ne font pas tout parfaitement, hein, personne n'est parfait, on est là pour s'améliorer, pour progresser. Donc, je veux dire, la grande force, c'est de pouvoir se remettre en question. Après, ce que je remarque, c'est que souvent, on se dit que, dans les blocages inconscients qui émergent, c'est qu'on pense que la vente, ça doit se faire de manière naturelle, instinctivement, intuitivement, etc. On ne veut pas que ça fasse trop travailler quelque part. Alors, il y a une partie de vrai là-dedans, mais c'est de nouveau comme le corps humain. C'est-à-dire si on n'a que des muscles, ça ne fonctionne pas. Si on n'a qu'une colonne vertébrale et des articulations, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, il faut les deux. Et vraiment, l'important, c'est d'avoir cette structure dans l'entretien de la vente que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas en fait. Ils pensent être structurés, mais ne l'ont pas dans la vente. Donc, ils peuvent être structurés à plein d'endroits, mais au niveau de la vente, ce n'est pas séquencé. Donc, ils n'ont pas les étapes qui permettent, en entretien one-to-one, de partir d'une situation initiale pour arriver à la situation rêvée avec le client qui est en phase 2. Et donc, ça, c'est vraiment la clé, j'ai envie de dire, c'est de se rendre compte et de prendre conscience qu'il y a des étapes pour vendre, en fait. Comme j'aime prendre cette symbolique si tu te fais opérer, tu es sur ta table d'opération et tu as le neurochirurgien qui arrive, il te dit ben voilà, aujourd'hui, je vais le faire au feeling. Ben, ça ne va pas te rassurer, tu vois. Tu vas devoir te casser vite fait de la salle d'homme. Mais il y a un peu de ça dans la vente, c'est qu'on est dans de la haute couture. C'est délicat, c'est un processus, il y a des étapes. Et quand on comprend ce procédé, quelque part, ça change vraiment toute la donne. Alors, c'est une zone, j'ai envie de dire, de la vente qui va faire qu'on va avoir des résultats supplémentaires. Il y a une autre zone, deuxième racine, si je puis dire, c'est la partie émotionnelle. Donc, avec les émotions, c'est très simple. Soit je les gère, si je ne les gère pas, c'est elles qui me gèrent. Et l'entrepreneur, le patron d'entreprise, quand il vend son bébé, quand il négocie, quand il motive ses collaborateurs, se doit d'être dans une énergie émotionnelle élevée. Sinon, c'est un impact direct sur les résultats. En résumé, si j'ai une énergie de merde, je vais avoir des résultats de merde. Tu vois, si j'ai une haute énergie, et de nouveau, ça s'apprend, de voir comment on peut booster son état émotionnel. Et il y a une dernière, j'en ai déjà un peu parlé, donc cet axe émotionnel qui a un impact sur nos résultats, cet axe, on va dire, mental, structurel, qui impacte nos résultats commerciaux. Et en troisième, c'est l'acte, enfin plutôt la racine, on va dire, spirituelle. On en a un peu parlé avec cette notion de croyance. Hein. Ça peut aller beaucoup plus en profondeur, plus loin que ça, mais déjà rien que cette notion de croyance impacte négativement ou positivement les entrepreneurs dans la vente. Okay. Et pour le moment, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui sont sur le copywriting, etc., et la persuasion. Est-ce que tu penses qu'il faut maîtriser ces bases de persuasion, de copywriting, ou comment dire, plus de persuasion de copywriting parce qu'on ne vend pas toujours par écrit. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des bases de persuasion quand on fait de la vente? Est-ce qu'il y a des bases à connaître ou c'est justement pour le moment une nouvelle mode qui tombe où on dit qu'il faut suivre cette façon de faire et on vend derrière? Mais je pense que donc il y a des experts en marketing, je ne le suis pas, et il y a des experts en copywriting aussi, et je ne le suis pas. On va dire, mon expertise est vraiment au niveau du one-to-one. Voilà, tu dois aller rencontrer des clients et on doit travailler ensemble et booster ses commerciaux. Après, par rapport à ça, c'est un métier, je pense qu'il est nécessaire et il n'est pas plus ou moins important que les autres métiers dans l'entreprise. Hein. C'est important de tester, en fait. Je suis un homme de terrain, moi, à la base. Je ne suis pas un grand théoricien, j'aime aller tester sur le terrain ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et que ce soit en copywriting ou autre chose, je pense que le test, le retour que le marché nous donne, a toujours raison. Est-ce qu'on est dans le bon, pas dans le bon? Testons. C'est une mode, pas une mode, peut-être. Pour certains, ça va marcher, pour d'autres pas. Mais ce qui est clair, en tout cas, et tu fais bien de soulever ce point, c'est que les stratégies de marketing, les stratégies de vente également et tout ce qui va avec existent. On peut avoir l'information gratuitement sur le net maintenant. Qu'est-ce qui va faire que ça marche ou pas? On est de nouveau dans le mindset. C'est-à-dire qu'on peut suivre
une recette toute faite en marketing, on peut suivre une formation qui peut être très puissante. Et si le mindset n'est pas, si l'état d'esprit derrière n'est pas approprié, ça ne poussera pas en fait. C'est comme semer des graines sur un terrain qui n'est pas fertile. On peut avoir les meilleures graines au monde, si le terrain n'est pas fertilisé et arrosé de la bonne manière, ça ne pousse pas en fait. Donc on n'a pas les fruits de la vente, on n'a pas les résultats de la vente espérée. Et ben écoute, moi je t'avoue qu'au début j'avais aussi du mal à vendre mes services, à me vendre. Il y avait peut-être un peu du syndrome de l'imposteur aussi parce qu'il y avait le fait de ne pas savoir mettre les bons prix, etc. Et récemment, en fait, j'ai pris totalement une autre tangente. C'est dire qu'en fait, je vends, mais sans vendre. Donc, mon objectif, c'est quoi en fait? C'est comme moi, je fais ce qui est beaucoup de l'accompagnement à la personne, mais c'est en fait de donner la possibilité à la personne d'avoir un échantillon de tout ce que je peux lui apporter. Et donc, c'est sous format d'appel. En fait, j'offre vraiment une séance et comme je dis, je donne tout sans rien espérer. Donc, je donne sans rien espérer recevoir. Et c'est même drôle parce que des fois, des gens me disent, mais monsieur, donnez-moi, qu'est-ce que vous avez à me vendre derrière? Je dis, rien, à la base, c'était purement pour vous aider, et puis j'attends la question. Est-ce que tu penses que ça peut être aussi une façon de bien vendre, c'est-à-dire vraiment apporter le plus de valeur à la personne en face sans espérer attendre rien en retour? C'est une excellente question. Et je pense que tu es entrepreneur, pareil que moi, et donc dans le domaine du coaching qui plus est, le but, c'est aussi de vouloir contribuer. Et donc, donner de la valeur sans rien attendre en retour, je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. Et force est de constater que plus on donne, plus on reçoit. C'est un peu la loi de l'univers, mais c'est ça qui est intéressant. Alors, est-ce que c'est une manière de vendre aussi que de donner? Parce que le client, le prospect, n'achète pas un chat dans un sac. Et donc, il est rassuré à ce niveau-là. Maintenant, tout ce que tu viens de m'expliquer peut s'accoupler, si je puis dire, avec une structure qui va permettre au client de se poser les bonnes questions. Et à nous de lui poser les bonnes questions également. On parle dans la vente des questions laser. Donc, c'est vraiment des questions qui permettent d'ouvrir le champ des possibles, d'aller voir ce qui se passe en fait, dans le conscient, dans l'inconscient du client pour pouvoir l'aider. Et c'est un des secrets aussi dans la vente, en tout cas pour les entrepreneurs qui prennent de plus en plus leur place dans le développement commercial de leur entreprise, c'est de se mettre au service d'eux. C'est comment je peux servir l'autre en fait. Et il y a un peu de ça dans ce que tu me dis. C'est-à-dire qu'on donne, tu sers, tu donnes de la valeur, c'est une manière de vendre, certes. Et ce que je vois, c'est que, c'est marrant parce que j'avais un peu un coaching dans ce sens-là il n'y a pas longtemps avec un entrepreneur, c'est qu'on peut ce n'est pas à dénoter avec des étapes, tu vois. Donc de savoir ce qu'on fait en fait, de savoir consciemment. Et aussi, c'est aussi intéressant, et ça répond un peu à ta précédente question, c'est le pourquoi de cette problématique de la vente chez les entrepreneurs. C'est qu'en fait, et notamment au niveau du closing, parce que c'est un peu l'étape ultime, c'est comment on va clôturer, on va conclure une vente ou pas. Et très souvent, les entrepreneurs s'arrêtent juste avant. Et ce n'est pas un hasard, c'est parce que c'est à ce moment-là que le taux d'adrénaline est le plus élevé. Donc, le fait de donner peut diminuer ça, en fait. Tu peux mieux gérer aussi ton adrénaline parce que tu donnes. Mais à un moment donné, il va quand même falloir closer. Et beaucoup d'entrepreneurs ne closent pas parce qu'en fait, ça vient toucher des blessures. Ça peut venir toucher des blessures, notamment blessures du rejet, blessures de l'abandon, blessures de se faire montrer du doigt, etc. Et donc, pour éviter cela, on ne va pas au bout du processus pour faire profiter notre client de notre produit. Et c'est là où je me dis, c'est pour ça en fait que j'ai créé Âme de la vente à la base. Maintenant, c'est michelacuzzo.com, mais c'était vraiment, je me dis, attends, il y a des gens là dehors qui ont des produits de merde et qui connaissent des techniques de requins qui vont closer leurs produits avec sans aucun scrupule, et alors qu'il n'y a aucune valeur ajoutée derrière. Et à côté de ça, il y a des entrepreneurs, des patrons d'entreprise qui ont des produits en or qui peuvent changer le monde, et parce qu'ils ne connaissent pas ces stratégies, parce qu'ils ne connaissent pas ces principes, ne closent pas. Des fois, leur mettre la clé sous le paillasson, ou en tout cas ne connaissent pas la croissance qu'ils pourraient connaître. Donc, c'est là l'idée, c'est de faire un « et » en fait. En fait, il y a une loi, un peu la loi de Pareto derrière, où c'est 80% de psychologique la vente et 20% d'exécutif derrière, donc la structure, etc. C'est un peu ça. Exactement, et j'aime bien cette loi des 80-20 parce qu'il
il y a aussi une loi dans la vente qui dit que 80% de la vente est réalisée avant même de voir le client. C'est intéressant, hein. Donc, avant même de voir ton client, ben, il y a 80% de chances qui ont été jouées quelque part. Et il n'y a plus que 20% quand tu es face à ton client. Et la plupart du temps, on pense que c'est l'inverse. On pense que tout se fait quand on est face au client. Alors, c'est clair qu'une partie se réalise, mais il y a 80% qui se fait plutôt de soi à soi, en fait. De soi à soi par rapport à sa psychologie, par rapport à son état d'esprit, par rapport à l'étude du client, par rapport à son avatar, hein, on en a déjà un peu parlé, en fait, quel client je veux, à qui est-ce que j'ai envie de voir dans mon agenda, à qui je vais vendre et que je vais kiffer d'avoir ce client dans mon agenda. Et c'est là où il est important de polariser, en fait. On ne peut pas vendre à tout le monde. Par contre, beaucoup passent à côté de vendre à leurs clients idéaux. Et ça c'est un peu plus dur. Ouais, c'est ça. Moi, il y avait une technique qu'on m'avait conseillé, c'était pour la vente par téléphone, quand tu n'as pas le client en face. Ou même, à mon avis, ça s'adresse même à ceux qui le font en face à face. C'est une fois qu'on dit son prix, on doit se taire. Laisser un silence. Ça, je sais qu'au début, moi et beaucoup d'autres, dès qu'on donne le prix, on s'est obligé de justifier. Parce qu'on Ouais. dirait, comme tu dis, hein, on pense directement à qu'est-ce qu'il va penser, etc. Et un conseil qu'on m'avait donné, c'est tu donnes le prix et tu te tais et tu attends d'avoir. Parce qu'en fait, le fait de se taire va faire que le client va dire ah ok merci, et s'il a des objections c'est lui-même qui va venir les dire. Qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Oui, c'est une excellente technique, ce qu'on appelle la loi du silence, hein, qui est compliquée ici en Europe, hein, parce qu'avoir du silence, pour les Asiatiques, le silence, la méditation, etc., est quelque chose de plus naturel, de ressourçant. Ici, on se doit toujours, on a l'impression de devoir de combler le vide. Et moi, ça me rappelle des entretiens de vente où j'utilisais cette technique pendant plusieurs minutes, mais ça paraît, ça paraît des heures, voire des jours. Et c'est là, parce que ça permet au client en fait, de réfléchir réellement à ce qui est important pour lui. Et donc, il va te sortir ce qui est important pour lui. Il faut savoir que la vente commence quand le client te dit non. C'est aussi important de retenir ça. Alors, il y a deux écoles par rapport à la loi du silence. Certains vont dire que bah oui, ok, ça marche, et c'est génial. D'autres vont te dire qu'après le prix, justement, le but n'est pas de se taire, mais de continuer à sentir dans quoi est le client, de lui demander comment il se sent avec ça. Tu vois, donc il y a différentes écoles. De nouveau, je pense que l'idée, c'est de tester par rapport à soi, en fait. Et c'est ce que j'aime aussi enseigner, c'est que, et de coacher mes entrepreneurs, c'est de dire les stratégies, les techniques qu'on voit, le but, c'est pas d'appliquer tel quel, hein, c'est de les intégrer par rapport à qui on est, par rapport à sa personnalité, par rapport à notre âme, quelque part à notre cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vibrer. Ça, c'est important de se donner l'autorisation de tester sur le marché, mais aussi de les intégrer par rapport à qui on est. Là on vient de voir le avant la vente, hein, plutôt le pendant, le après. Je sais à quel point aussi pendant un bon, comment dire, un bon argumentaire de vente, une bonne séance de vente, le client est chaud, il est partant. Mais après, il y a le moment où on doit le faire payer, et des fois, il se passe quelques jours parce qu'on lui envoie un mail en disant voilà, faites le versement. Quelles sont toi tes astuces pour que le client qui était émotionnellement très haut pendant et qui dit oui, je le veux, ne retombe pas dans le fait de se trouver des excuses, où il va recroiser quelqu'un de sa famille qui va lui dire oh ben non, tu ne devrais pas, finalement, ça ne vaut pas la peine, etc. Et lui va commencer à se reposer des questions et pas suivre. Comment est-ce que tu fais pour que ce closing, quand il se passe en Ouais. one-to-one ou par téléphone, il puisse continuer derrière Oui, c'est une excellente question et ça revient régulièrement. Comment En fait, si tout a été bien réalisé, bien cadré, si le client se sent rassuré, si on est dans une vente qui est gagnant-gagnant, si on sent vraiment que notre produit, euh, toi Lucas, si j'ai un produit que le client paye 1000, pour moi il vaut 10 000, il vaut 100 000, tu vois. Donc en vendant le produit 1000, je lui fais un cadeau en fait. Et c'est ça que j'amène aussi aux entrepreneurs, c'est à réfléchir. Il y a le prix et il y a la valeur que je veux donner en fait. Et si intérieurement, je suis conscient, si je suis confiant sur le fait que mon produit vaut beaucoup plus que ce que mon client va payer, ben, on enlève déjà ce stress de ben oui, mais là, est-ce qu'il va payer, pas payer? Parce qu'on inverse quelque part la tendance. Tu as besoin de lui, ok, mais il a besoin de toi. C'est là où on est dans du gagnant-gagnant. Et de nouveau, là, on est dans la psychologie d'avant.
d'avant de rencontrer le client. Après, ce qu'on peut voir aussi comme technique, comme approche, c'est tout ce qui touche à la compte, le fait de payer même avant de délivrer. Mais de nouveau, si pour toi, c'est naturel et c'est logique, et ça fait sens, mais vraiment sens, ben pour l'autre, ce sera pareil. Pour l'autre, ce sera pareil. Donc là, il n'est que le reflet en fait de ce que toi tu vis. Ça me fait penser une petite anecdote à on avait des échanges ici à Luxembourg entre entrepreneurs et des patrons de grosses sociétés disaient maintenant avec le Covid-19, on coupe tous les coûts, on coupe tout investissement. On se regarde et je dis oui, c'est génial. Je dis si tes clients parlent de la même manière, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, si tes clients décident de couper tout investissement. Et c'est ça qui crée la crise en fait. C'est quand on dit ok, oui, j'arrête d'investir, j'arrête de vendre, j'arrête d'acheter. C'est ça qui. Alors, l'idée, c'est si l'entrepreneur veut que ses clients continuent à l'acheter, ben, il va falloir que lui continue à acheter également. Il va falloir que lui continue d'investir en lui, s'il veut que les autres investissent en lui. Et ça, c'est une loi qui paye cash dans un sens ou dans l'autre dans la vente. On ne peut pas exiger de ses clients ce que nous-mêmes, on n'est pas capable de faire. Ce que nous-mêmes, on n'est pas capable de faire pour soi, en fait. Et c'est de vivre aussi ce côté, tu vois, quand on a… J'ai moi-même vécu de voir… J'investis moi-même personnellement des dizaines et des dizaines de milliers d'euros dans mon développement personnel, chaque année. Et je sais ce que c'est quand tu es peut-être en trésorerie, tu es peut-être juste, etc. Et puis, tu as une somme d'argent. Et puis, on part du principe, ah oui, mais si je n'ai pas l'argent, je ne pourrais pas investir. Et c'est l'inverse. C'est tu investis et puis tu récupères. C'est comme dans l'immobilier. Je veux dire, tu reçois tes loyers, c'est quand tu investis. Tu ne vas pas recevoir tes loyers avant d'avoir signé les actes. tu vois. Mais c'est la même chose dans la vente. C'est que si tu veux que… Et c'est important ce point-là. Tu fais bien de le mettre sur la table. C'est que si tu veux que les gens investissent en toi, tu te dois d'investir en toi. Parce que ça permet de sentir, de ressentir ce que l'autre ressent. Et donc, si un client a du mal avec le fait de payer, de faire le chèque, ça n'existe plus le chèque, mais de faire le virement, etc., quand tu es en face à face avec lui, il y a déjà quelque chose à lui creuser, en fait. C'est ce qui n'est pas totalement rassuré. Et donc, la vente n'est pas terminée, en fait. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a des étapes dans la vente qui fait qu'à un moment donné, dans les dernières étapes, on parle du cimentage, c'est-à-dire qu'on est vraiment là pour renforcer la relation encore plus. On est en connexion. On est en connexion avec certains et avec d'autres. Tu vas les faire fuir. Et heureusement. Et heureusement. Donc, en fait, la vente se termine par un oui ou par un non. Il n'y a pas de peut-être qui soit. Mais voilà, c'est clair, parce que tu vas t'engager corps et âme aussi pour aider ton client. Tu vois. Et donc, lui doit s'engager corps et âme avec toi. Enfin, je dis avec toi, comme je dirais avec n'importe qui, mais tu comprends ce que je veux dire. Donc, c'est là aussi où j'aime ce déclic qui se passe chez certains entrepreneurs et certains patrons d'entreprise, c'est-à-dire que la manière dont tu vends en dit beaucoup aussi sur comment tu vas délivrer ton produit après. On dit énormément. Et donc, quand on est en connexion avec cette loi, finalement, de la manière dont je vends, on dit beaucoup sur comment je vais délivrer mon produit après, on se doit tout faire pour vendre. Parce qu'on sait qu'on va lui apporter un maximum de valeur, qu'on va tout faire, tout ce qui est en notre pouvoir, pour faire en sorte qu'il atteigne ses objectifs. Tu vois. Et ça, c'est clair que ça se paye, ça s'investit. Si on veut récupérer, il faut investir au départ. C'est le principe de tout type d'enrichissement. C'est ce que j'en parlais totalement. Moi, le Covid, ça a été le moment de pouvoir réinvestir sur moi-même, de pouvoir suivre des programmes pour m'améliorer. Et c'est vrai que les retours derrière, c'est une augmentation du chiffre d'affaires. Parce que voilà, les gens derrière. Donc, je te rejoins tout à fait en disant ça. Moi, je dis toujours, c'est qu'aussi on montre ce qu'on fait. Et donc aussi, quelqu'un qui n'a jamais dépensé plus de 5 000 euros dans un programme n'arrivera jamais à vendre un programme à 5 000, puisqu'il ne sera pas lui-même persuadé que ça marche. Et c'est vrai qu'une fois qu'on fait ce switch, on n'a plus de mal à le proposer. Et donc ça, c'est important. Donc, ce que je retiens de vraiment notre échange, il y a une grosse partie de psychologie dans la vente. C'est vraiment ça, savoir se poser les bonnes questions avant, savoir si on apporte vraiment assez de valeur. Une chose que tu me dis aussi, c'est qu'il faut savoir aussi mettre un peu un prix sur la valeur qu'on apporte, ou savoir mettre en tout cas un degré d'importance, et on le vend. Ça, c'est un chiffre que j'avais entendu, c'est le prix doit être 10 fois moins cher que la valeur perçue par le client. Voilà, après,
On le fait, mais C'est en un tout peu cas, ce que ça je doit. te disais, hein. Tu vends 100, ça vaut 1000, tu vois, donc 10 000 En tout quand cas, même. il doit toujours y avoir plus que ce que tu donnes pour que le client ait envie. Et puis alors, pendant l'entretien, il y a toute une structure à suivre, pour pouvoir. Et puis alors, la vente se termine par un oui, par un non. Il n'y a pas de peut-être. C'est-à-dire, s'il y a un peut-être, c'est qu'il y a une objection quelque part. Il faut essayer d'aller vraiment, d'aller un peu en savoir plus, parce que des fois, c'est des croyances limitantes du client lui-même. Bah, je ne suis pas prêt pour ça, ou j'ai pas les moyens. Et là, on peut alors lui apporter des solutions. Oui, et puis je veux dire, c'est un acte de foi, c'est un acte d'amour, la vente. On est deux êtres qui se rencontrent, on travaille ensemble, on avance ensemble. J'aime parler de cet amour de soi, de l'amour de l'autre, de l'amour de son produit. Ça, c'est une première chose pour compléter ce que tu dis. Et une deuxième chose, c'est que si on veut ce qu'on n'a jamais obtenu, il va falloir faire ce qu'on n'a jamais fait. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on désire est en dehors de notre zone de confort. Sinon, on l'aurait déjà, tu vois. Et ça, c'est hyper important à, à bien matcher avec ça, en fait. Se dire que si je veux ce que je n'ai jamais eu, il va falloir faire ce que je n'ai jamais fait. Tout ce que je veux est en dehors de ma zone de confort. Et la vente, tu vois, quand tu payes, quand tu réponds à ta question, ben on sort de notre zone de confort. Et c'est à l'entrepreneur de rassurer aussi, de se rassurer et de rassurer l'autre sur le fait qu'il fait le bon choix. Le bon choix parce qu'on va mettre tout ce qui est en notre pouvoir pour faire en sorte qu'il arrive à sa situation rêvée. Je vais mettre maintenant dans l'autre sens, quelqu'un Ouais. qui fait face à un vendeur. Qu'est-ce qu'il pourrait regarder pour savoir si ce n'est pas du vent ou pas? Parce que voilà, c'est très facile de pouvoir dire, tiens, le savoir que je vais te partager, il coûte 10 000 euros, mais je te le fais à 50 euros. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ces entrepreneurs du web, ces gourous, etc., qui aussi ben, font que les gens perdent confiance parce qu'ils sont peut-être fait avoir une première fois. Ouais. Que peut regarder un acheteur par rapport au vendeur pour vraiment avoir confiance? Même si je suis d'accord qu'on ne sait jamais à 100% être sûr, il va falloir tester aussi pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais quelles sont pour toi peut-être les deux, trois choses importantes à regarder de la part d'un vendeur, d'un Oui, acheteur pour un vendeur? un acheteur, tu veux dire. C'est une excellente question. Alors, ce qui moi, personnellement, et je vois qui rassure aussi d'autres, c'est notamment tout ce qui touche au témoignage. Témoignage écrit, témoignage vidéo, témoignage audio, etc. C'est toujours intéressant d'aller voir cela. Parce que certains de mes clients vont voir ça, en fait, avant de travailler avec moi. Euh, mais moi, j'aime leur dire aussi que c'est pas parce que ça a fonctionné génial avec ce client-là ou avec ces clients-là que ça va fonctionner super avec toi, parce qu'il va falloir se bouger le cul, hein, tu vois. D'accord. On vend pas des recettes miracles. Il faut se bouger le cul si on veut des choses qu'on n'a jamais obtenues. Donc ça, c'est une première chose. Alors, il y a une deuxième chose, tu l'as un peu dit, c'est que de nouveau, le fait de tester, ça va nous permettre OK, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est vraiment ça? Et je pense qu'on ne sort jamais perdant d'un investissement. On ne sort jamais perdant d'un investissement parce si on n'a pas eu du produit en lui-même, on va tirer des leçons. Tu vois. Et donc, c'est important de valoriser en fait ces leçons plutôt que de se focaliser sur ce qu'on aurait pensé que ça allait nous amener. Mais de toute manière, un investissement amène des leçons qu'on peut tirer pour s'améliorer par la suite. Et j'avais une troisième, elle ne revient plus comme ça. Moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est regarde ce qu'il a fait parce qu'il dit. Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Et ça, c'est vrai que ça peut rassurer en tout cas, parce que bah, ça peut rassurer dans les deux sens aussi. Il y en a qui vendent des fois, qui survendent des fois, mais le fait de raconter ton histoire, tu ne peux pas mentir là-dessus. Et Oui, donc, c'est ça, exactement. Le fait exactement, et ça me fait penser à l'autre point que je voulais également te dire, c'est en fait que le client ose prendre ses responsabilités. En fait. Ose prendre ses responsabilités et se dise OK, je le sens. Tu vois, il y a quelque chose qui. On est dans un monde très mental, hein, on analyse les choses et c'est important. Moi, j'aime reconnecter avec cette notion de qu'est-ce que je ressens en fait. Qu'est-ce que mon intuition me dit? Qu'est-ce que cette petite voix me dit? Qu'est-ce que mon corps me dit? Et ça, c'est des éléments dont on parle très peu, que ce soit à l'école, à l'UNIF, ou dans des formations. Et alors que ça s'apprend, en fait. Ça s'apprend de travailler avec son intuition. C'est un outil comme un autre. Et c'est un bon testeur, en fait, de se dire, OK, est-ce que là, ça me donne envie? Et après, c'est de prendre ses responsabilités. C'est de prendre ses responsabilités, de se dire, OK, l'autre, il va donner tout ce qu'il a en son pouvoir pour faire en sorte que je réussisse. Mais moi, je vais me regarder dans le miroir et je vais faire aussi tout ce qui est en mon pouvoir pour réussir. Parce que sinon, c'est facile. Hein, tu vois, on peut dire, ben, ouais, ça ne marche pas parce que c'est de sa faute. Et donc là, on repart dans de la victimisation. Et l'entrepreneur qui veut avoir un succès commercial doit sortir de
cela, en fait. Il faut vraiment se retrousser les manches. Le but, c'est pas d'être positif ou et se dire, ouais, le monde est gentil, le monde est beau, et les bisounours. Non, on sait qu'il y a des mauvaises herbes dans le jardin. On sait qu'à un moment donné, il faut les arracher si on veut que ça repousse. Il faut se retrousser les manches, tu vois. Mais donc c'est clair que la psychologie est là, mais aussi on se retrousse les manches et on descend arracher les mauvaises herbes pour semer de magnifiques plantes, de magnifiques fleurs. Donc c'est ça pour moi le principe essentiel. Quand l'acheteur fait son acte, il doit se donner les moyens de réussir. En fait, il doit se donner les moyens de réussir. Ah bah écoute, on arrive tout doucement ici à la fin de ce bavardage. En tout cas, un grand merci pour la valeur. Je pense que c'est vraiment un blocage qu'ont les gens. Je pense que ceux qui se lancent, en tout cas aujourd'hui, et ça je peux le dire s'il y en a qui nous regardent et qui veulent se lancer, c'est qu'il y a 2 compétences qui pour moi sont indispensables quand on se lance, c'est le marketing, communication et savoir vendre. Si on n'a pas ça, c'est-à-dire ne pas savoir se faire connaître et ne pas savoir avoir des deals derrière, ça ne sert à rien tout le reste. Et donc, c'est vraiment un point pour lequel je commande et je recommande que les gens investissent dans la formation de ça. Parce que moi, c'est vrai qu'au tout début, j'avais du mal, j'avais de la chance avec le bouche à oreille, hein, donc c'est un peu indirectement de la vente aussi. Mais c'est vrai que j'avais du mal à proposer mes tarifs, à vraiment mettre ça correctement. Et depuis que j'ai vraiment réfléchi à ce projet-là, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu regardes les plus grandes startups aussi qui ont fait des levées de fonds, sans même avoir quoi que ce soit, mais parce qu'elles ont réussi à vendre, elles ont réussi à se vendre, elles ont réussi à mettre ça en avant, derrière, il se passe des magnifiques choses. Donc, il ne faut pas voir ça comme on a beau l'entendre, vendeur de tapis, hein, on entend souvent Il faut voir vraiment ça comme c'est ce qui me permet d'atteindre mon objectif et c'est obligatoire. C'est obligatoire, à moins que vous soyez une SBL à un moment donné où il n'y a rien à vendre. Et encore, une SBL doit vendre aussi certaines choses pour survivre. Donc voilà. Comme je le dis chaque fois, à chaque fin de bavardage, tu as 1 minute. Si tu as quelque chose à mettre en avant, que ce soit un produit, un programme, un service ou un dernier conseil que tu voudrais partager aux gens qui nous regardent, tu as le micro 1 minute. C'est à toi. Tu dis ce que tu veux. Super. Juste par rapport à ce bavardage, justement, peut-être ce bavardage interne qu'on a et qui nous tue dans la vente. Ça, c'est important de travailler sur ça. Et c'est pour ça que souvent, on n'aime pas la vente. C'est que soi-même, on est très fort pour se vendre de la merde, en fait. Tu vois, pour se détruire. Tu n'étais pas assez, tu ne serais pas aéré, tu n'étais pas assez beau, tu n'étais pas assez petit, tu n'étais pas assez… et l'idée, j'ai envie de donner encore de la valeur avec ce qu'on a discuté aujourd'hui et je vais offrir une session stratégique de 30 minutes, 30-40 minutes aux participants donc à notre bavardage qui a envie d'avoir un one-to-one avec moi et on peut voir ensemble comment ça fonctionne dans son business, où il en est aujourd'hui et où il a envie d'être demain. Et très rapidement et très clairement, je dirais déjà c'est mon avis pour donner de la valeur supplémentaire suite à ce qu'on a dit et je dirais aussi très clairement si on peut travailler ensemble, voir si on peut faire un bout de chemin là où il en est aujourd'hui et là où il a envie d'être demain. Donc, tu vas glisser un lien, le lien avec mon site. Ça, si certains veulent aller voir mon site et mes témoignages de ce que j'apporte en entreprise avec grand plaisir. Mais également ce lien pour fixer cette session stratégique de 30-40 minutes. Voilà je mets ça Donc, si vous êtes une personne, vous avez du mal à vendre, vous voyez que c'est un gros problème et que c'est ça qui vous empêche d'atteindre vos objectifs, dans la description de la vidéo, il y a le lien du Calendly, hein, c'est ça, je pense. Oui, ça va être un Calendly, tout à fait. Voilà, pour prendre une session, voilà, il l'offre gentiment. Prenez-la. Il y a déjà beaucoup de valeur que vous allez avoir. Et puis derrière, je suis persuadé qu'il pourra vous aider. Michel, un grand merci pour ton temps. Avec grand plaisir, je suis sûr qu'on se recroisera très, très prochainement. C'est clair. Mais d'ici là, moi, je te souhaite une bonne semaine et bonne continuation alors avec Âme de la Vente. Yes, merci. Allez, bonne fin de journée. Salut. Ciao.